Notre soirée spéciale élection législative se poursuit sur France 3 Centre Val-de-Loire et sur France Bleu. On va maintenant s'intéresser à la première circonscription de Loir-et-Cher avec donc un deuxième débat. Dans quelques instants, nous allons recevoir 4 candidats. Mais avant ça, je donne la parole à Céline Durchon qui nous présente cette première circonscription de Loir-et-Cher avec quelques informations importantes sur le plan économique et géographique, entre autres. Cette circonscription comprend la ville de Blois, mais aussi les cantons de Contres et de Montrichard. Elle compte environ 116 200 habitants et 82 700 d'entre eux sont inscrits sur les listes électorales. 50% de la population a plus de 45 ans et ce territoire est à la fois urbain et rural. La commune la plus peuplée, c'est Blois, et rurale par son activité viticole et notamment la présence de l'AOC Cheverny. Au niveau économique, on y trouve plusieurs entreprises du secteur de l'agroalimentaire, notamment comme l'entreprise Saint-Michel ou encore Dossi. À Montrichard, le site de production Boiron, qui a fermé ses portes fin 2022, a été remplacé par l'usine Prova, l'un des leaders mondiaux de la production d'arômes bruns. Et enfin, à Ville-Barou, la chocolaterie Poulain, qui emploie 109 personnes, est, elle, menacée de fermeture. Pour finir, c'est un territoire accessible avec de nombreux accès depuis la gare de Blois, comme Paris, Tours ou Nantes. Il est également traversé par 3 autoroutes, ce qui en fait une zone touristique et attractive avec ses châteaux de la Loire. Et sur le plan politique, cette première circonscription de Loir-et-Cher est souvent passée de droite à gauche et réciproquement. Ça a longtemps été celle de Jack Lang, puis ensuite celle d'un autre maire de Blois, Nicolas Perruchot. Depuis 2017, le député élu, c'est Marc Fesneau, de nouveau candidat. Bonsoir Marc Fesneau. Donc vous êtes le candidat du camp d'Emmanuel Macron. Vous êtes donc avec l'étiquette Modem ensemble. Face à vous, Marine Bardet, vous êtes la candidate du Rassemblement national. Bonsoir. Également sur ce plateau, Reda Belkadi, vous êtes le candidat présenté par le Nouveau Front Populaire avec l'étiquette de la France Insoumise. Oui, bonsoir. Bonsoir. Et avec nous sur ce plateau aussi, monsieur Pierre-Gilles Parra, vous êtes candidat Les Républicains. Oui, bonsoir. Alors si nous sommes là tous ensemble aujourd'hui, c'est parce qu'Emmanuel Macron a décidé il y a peu de temps de dissoudre l'Assemblée nationale. Est-ce que cette dissolution, Marc Fesneau, était une bonne idée finalement ? En tout cas, c'était un moment de clarification qui était, semble-t-il, nécessaire. Pourquoi ? Parce qu'on voyait bien les résultats des européennes, qui avaient mis en avant le Rassemblement national et beaucoup de partis des franges extrêmes. Et un moment de clarification aussi nécessaire, compte tenu de ce qu'était le débat pour y avoir assisté à de nombreuses reprises à l'Assemblée nationale. Et on voyait bien à quel point il y avait une difficulté majeure à gouverner ce pays avec une majorité qui n'arrivait pas à se trouver sur la plupart des textes. J'ai pu le faire heureusement sur le texte d'orientation agricole, mais on voit bien qu'il y avait une difficulté majeure qui était celle d'avoir un budget à l'automne, de faire face aux grands défis qui sont les nôtres, on en reparlera peut-être. Et donc il y avait quelque chose de logique au fond à provoquer cette dissolution. Reda Belkadi, selon vous, il fallait dissoudre ? D'une certaine manière, ça se comprend. Et en fait, ce qui nous mène à cette situation, c'est pas tant la difficulté à travailler dans l'Assemblée, mais d'abord et surtout le bilan catastrophique de ce gouvernement dans lequel Marc Fesneau travaille avec Emmanuel Macron. C'est cela qui a poussé massivement les électeurs à voter pour les autres partis, et notamment le Rassemblement national. C'est cette situation-là, c'est le bilan qui a poussé Emmanuel Macron et qui, en fait, l'empêchait de gouverner davantage. Et donc, c'est normal qu'on se retrouve là aujourd'hui. On avait 3 blocs au lendemain des élections présidentielles de 2022, et on a vu que l'un s'est très clairement effondré. Et donc, aujourd'hui, il n'y en a plus que 2 qui sont réellement en situation de gouverner. Marine Bardet, votre parti a réclamé cette dissolution, donc vous l'approuvez ? Oui, effectivement, et je pense tout à fait, comme le disait M. Fesneau à l'instant, que c'est une clarification dont les gens avaient besoin. Contrairement à ce que dit M. Belkadi, je crois que le comportement au sein de l'Assemblée aussi devait s'arrêter là, et que cette dissolution va nous permettre, je pense, de pouvoir retrouver un gouvernement plus calme. Pierre-Gilles Parra, vous aussi, vous approuvez la dissolution ? Écoutez, on peut considérer qu'au vu finalement du résultat des élections européennes, M. Macron a considéré qu'il y avait un problème, une question sur sa légitimité. Donc, il a dissous cette assemblée de manière peut-être un petit peu expéditive. On peut comprendre que ça crée de l'émoi parce que ça ne règle pas les choses. Malheureusement, on va avoir une assemblée nationale qui va être de plus en plus fracturée,
avec des extrêmes qui vont mettre sous tension le travail parlementaire, et ça pose un véritable danger pour la démocratie. À mon avis, c'est une situation qu'on doit affronter, à laquelle on doit faire face, et donc voilà, c'est un peu pour ça qu'on est là. Vous avez parlé de danger pour la démocratie, c'est un mot qui revient beaucoup dans cette élection, dans chacun des blocs. On dit qu'il y a un danger au moins des deux autres côtés. Selon vous, Reda Belkadi, quel est le danger principal dans cette élection ? Le danger, déjà, quand on parle de démocratie, il faut rappeler aussi pourquoi les électeurs se sont massivement retournés contre Emmanuel Macron, c'est qu'ils ne se sentent pas impliqués dans les décisions. Et c'est d'abord là le problème de fond. C'est-à-dire qu'on peut parler des risques pour la démocratie après l'élection, mais parlons déjà de l'état actuel de la démocratie qui est gravement malade et qui pousse aussi les électeurs à se détourner des partis institutionnels. Et c'est aussi ça, d'abord, dont il faut parler, à mon sens. Le danger pour la démocratie, évidemment, à la suite de cette élection, d'avoir une majorité absolue aux mains du Rassemblement national se pose, mais il faut y répondre en analysant sérieusement la situation et pas simplement en brandant des anathèmes contre ce parti. Il faut vraiment démonter, détricoter ce discours et analyser la situation, et j'espère qu'on aura le temps de le faire. Marc Fesneau, quel est le danger principal selon vous ? Il y a plusieurs dangers. Il me semble que le principal danger, quand même, si on veut en donner un, c'est la fracturation du pays et que les Français se dressent les uns contre les autres, les chefs d'entreprise contre les salariés, telle religion contre telle autre. On a vu les ambiguïtés en particulier de la France insoumise sur les questions de l'antisémitisme, et c'est quelque chose qui perdure. C'est la difficulté dans laquelle on peut se trouver de dresser les Français les uns contre les autres. Ce pays a besoin de rassemblement. Il y a des fractures, je ne dirais pas le contraire. Je suis membre du gouvernement, je sais très bien qu'il y a plein de choses qui n'ont pas été réussies. Il y a aussi des choses qui ont été réussies. Mais la principale difficulté auquel doit faire face le pays, c'est celle de se disloquer sur un certain nombre de sujets qui sont des sujets, pour moi, des sujets d'importance. Pierre-Gilles Parra, pour vous, il y a un danger particulier là dans cette élection ? Certainement, il y a surtout un danger pour la France d'avoir une ingouvernabilité de fait. Donc on se dirige vers ce qu'on appelle une chambre introuvable, et ça va être extrêmement compliqué pour M. Macron de maintenir finalement sa légitimité et de ne pas être tenté par une démission, à mon sens. Donc est-ce que ça fait avancer l'affaire des Français lorsqu'il y a des problèmes de pouvoir d'achat, lorsqu'il y a des problèmes de sécurité, lorsqu'il y a des problèmes d'immigration aussi? Je crois qu'il y a finalement un défaut de gouvernance qui nous attend, qui nous guette, et j'ai pas le sentiment que les partis qui sont les plus favoris en fait dans cette course à l'élection sont en mesure d'apporter des réponses concrètes. Marlène Bardet, pour vous, il y a un danger principal à éviter ? Écoutez, pour moi, le danger qui est aux portes, c'est le chaos qui arrivera si l'extrême gauche arrive au pouvoir. Je crois que le résultat des élections européennes a donné l'avis des Français. L'avis des Français, c'est que je crois qu'ils en ont marre de cette gouvernance. Les 2 ans passés à l'Assemblée, je ne sais pas si on a le terme exact, mais on était plutôt dans le chaos. Les lois républicaines ne sont pas respectées. On a un danger qui est vraiment aux portes de la France, qu'il va falloir éradiquer tout de suite. Le Rassemblement national, je ne crois pas qu'il fasse peur au vu des résultats. Nous, ce qu'on va mettre en avant, c'est effectivement de toute urgence le pouvoir d'achat, la sécurité et l'immigration. Notre souhait d'union nationale va tout faire pour pouvoir remettre tout ça un peu en ordre. Et si possible, sans une majorité d'extrême gauche. Alors, l'union nationale, c'est quelque chose qui peut se faire éventuellement dans le cas que vous évoquiez, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de majorité absolue. Comment est-ce que vous voyez la suite ? Marc Fesneau pourrait intervenir sur le sujet. C'est-à-dire que si on se retrouve à nouveau avec 3 blocs, mais encore plus équilibrés que dans la majorité sortante, qui gouverne avec qui ? Vous vous alliez avec qui pour éviter quel risque ? On est dans un débat sur les législatives. Donc moi, je ne me résous pas à ce qu'on soit face à une discussion à l'issue de ces élections législatives entre le Rassemblement national, la France insoumise et ses alliés. C'est à ça qu'il faut éviter, parce que de toute façon, on sait très bien que plus ils enverront de troupes à l'Assemblée nationale, plus on se retrouvera dans la situation d'impossibilité à gouverner. Parce que c'est ça la réalité des choses, parce qu'ils sont totalement irréconciliables pour des raisons évidentes. En revanche, il y a besoin dans l'espace central, et l'espace central, c'est pas seulement ceux qui soutiennent ou qui ont soutenu Emmanuel Macron, c'est ceux qui, à droite, c'est ceux qui, à gauche, se disent à un moment, quand il va falloir voter un budget, quand il va falloir se confronter aux réalités européennes et mondiales, aux réalités de la guerre et aux réalités géopolitiques, est-ce qu'on peut être d'accord ? Et c'est comme ça qu'on trouvera les voies et moyens d'un rassemblement qui permette de dépasser le moment dans lequel on est, qui est un moment de crise. Et c'est peut-être un point de désaccord avec M. Parra. Je ne me résous pas à l'idée qu'on soit dans une assemblée qui soit ingouvernable et qui soit dominée par le Rassemblement national,
ou par la France insoumise. C'est ça qu'il faut éviter. Vous ne pouvez pas vous y résoudre, néanmoins c'est une possibilité. Et c'est pour ça que je suis candidat et c'est pour ça que je me bats. Néanmoins c'est une possibilité qui est sur la table. Il faudra forcément, si on a 3 blocs équilibrés, que l'un tende la main à l'autre. Reda Belkadi, si de votre côté vous êtes en minorité mais qu'on vous tend la main pour éviter le danger du Rassemblement national que vous évoquez, est-ce que vous pourriez y répondre, ou est-ce que si vous êtes en situation de majorité relative, à qui allez-vous vous adresser? D'abord, M. Fesneau parle en gros de gauches irréconciliables. Je rappelle le cadre dans lequel ma candidature s'inscrit, celle du Nouveau Front Populaire, qui est une coalition de plusieurs partis qui s'inscrit autour d'un programme. C'est pas une coalition de circonstances, on l'avait déjà fait d'ailleurs par le passé. Entre M. Poutou et M. Hollande, il faudra m'expliquer ce qu'ils ont en commun. Vraiment. Ça, c'est de circonstances. Ça s'appelle de circonstances. Entre M. Poutou et M. Ils souscrivent à un programme commun de... Tout ça, pardon, excusez-moi de vous le dire, je vous le dis très gentiment, tout ça, c'est du pipeau. Ça, c'est une coalition purement de circonstances. Tous ces gens à l'extrême gauche dont vous faites partie, et vous avez tout à fait le droit, ils ont passé leur temps à pilonner François Hollande, qui est candidat dans cette coalition. Faut pas se raconter l'histoire. C'est une coalition de circonstances pour faire croire que vous pouvez faire barrage au Rassemblement national. Vous avez été confronté, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez eu la majorité absolue pendant 5 ans, majorité relative pendant 2 ans, et les fractures dont vous avez parlé en introduction, c'est vous qui les avez avivées. J'ai pas dit que vous avez été parfait, c'est pas ça le sujet. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais maintenant, cohérent. moi, ce que je vous dis, c'est qu'il y a un programme, qu'il est chiffré, que les économistes appuient. Milliards. Oui, 300 milliards, on va les trouver, vous inquiétez pas, mais il est chiffré. Et ce programme, il existe, et c'est ce qui nous rassemble tous. On va nous dire où et donc, vous allez les trouver. il faudrait commencer par lire le programme. Et des ressources, on pourra en parler, il en a un certain nombre, mais c'est des ressources que vous refusez de toucher pour des raisons idéologiques. Si vous devez rassembler au-delà du socle actuel, ce sera vers qui? Il faut le voir. Déjà, ce que je souhaite, évidemment, c'est qu'on ait la majorité pour gouverner au soir du 7 juillet. C'est évidemment la démarche dans laquelle on s'inscrit. Ce programme, évidemment, est réalisable si on a cette coalition qui arrive en majorité à l'Assemblée. Oui, de même que le programme de Jordan Bardella, Marine Bardet, qui a dit la même chose. C'est-à-dire qu'il nous faut absolument majorité absolue. À la différence près que M. Bardella commence déjà à renoncer sur un certain nombre de points. Quand il parle de faire un audit financier des ressources de la France, on se demande si leurs députés siègent vraiment en commission des finances. Je pourrais leur donner le numéro du président qui s'appelle Éric Coquerel, et qui pourrait leur faire un point sur l'état des finances en France. Je veux dire, ça, c'est des choses qu'on sait déjà. Il n'y a pas besoin d'arriver au pouvoir, ensuite de faire un audit pour enfin dire aux Français, en fait, notre programme n'est pas réaliste. Nous, notre programme, il est déjà chiffré et on peut le présenter et discuter des désaccords qu'on aura sur la manière de trouver l'argent. Et là, c'est vrai qu'il y a des désaccords de fond. Sur ces accords de gouvernement, Marine Bardet, vous parliez d'union nationale, donc si vous n'avez pas la majorité absolue, à qui est-ce que vous tendez la main, ou vous prendrez la main de qui si on s'adresse à vous? Je crois que jusqu'à présent, on a réussi à tendre la main de M. Ciotti, qui, pour moi, alors, c'est historique, parce que jusqu'à présent, on a tellement été diabolisés que personne ne voulait entendre parler de nous, sauf que les résultats sont là et que maintenant, oui, une alliance est faisable avec nous. Pour rebondir à ce que disait M. Belkadi, effectivement, M. Fesneau a totalement raison. Je vais demander la cohérence de mettre M. Hollande, qui a vécu les attentats, le Bataclan, Charlie, tous les attentats qu'on a vécus, en face de M. Poutou, qui est quand même sous contrôle judiciaire pour apologie du terrorisme. Enfin, c'est une bonne image, effectivement, des LFI au sein de l'Assemblée qui refusent de nommer le Hamas en tant que terroriste. Qui financent, qui arment les terroristes de l'hypercachère notamment. Il faudrait savoir de quoi on parle avant de s'exprimer. C'est totalement faux. Nous, le budget, effectivement, M. Bardella en a parlé. De toute urgence, c'est le pouvoir d'achat, la sécurité, l'immigration. C'est un budget déjà qu'on va pouvoir récupérer sur la fraude sociale énorme qu'il y a en France et sur un flux migratoire incessant et qu'on ne peut pas continuer comme ça. Est-ce que ce sont des propositions de Pierre-Gilles Parra qui peuvent séduire certains d'entre vous si le courant que vous incarnez au sein du mouvement Les Républicains est élu dans un nombre suffisamment important pour que vous puissiez peser? La question va à nouveau vous être posée. Vous n'avez pas accepté d'accord de gouvernement dans le mandat précédent. Que ferez-vous si à nouveau il n'y a pas de majorité absolue? Écoutez, le rôle des Républicains à l'Assemblée nationale, c'est de faire un travail parlementaire qui vise une seule chose, le bien de la France et des Français. Alors ça peut paraître une sorte d'évidence, un truisme, mais je crois que c'est vraiment notre ligne directrice. Et nous, on est là pour voter des textes. On est là pour faire des propositions de loi au travers de ce groupe parlementaire. Et notre action, c'est simplement de voir ce qui, dans les réformes législatives, peut finalement répondre à des attentes pour les Français, notamment, par exemple, une vraie problématique sur le pouvoir d'achat, c'est comment augmenter le pouvoir d'achat en conservant, en protégeant l'activité économique. Donc, aucune participation possible à un gouvernement d'union nationale, vous voterez texte par texte, mais
mais vous ne participerez pas à un gouvernement, quel qu'il soit. Je crois qu'on n'en est pas encore là. Pour qu'il y ait un gouvernement d'union nationale, il faut que le président le décide. Donc ça, c'est de sa compétence, de son autorité. Les forces en présence à l'Assemblée aient envie de le faire. Avant de vous entendre sur d'autres points de votre programme, on va maintenant donner la parole à l'un des autres candidats de cette première circonscription de Loir-et-Cher. Il s'agit de Gildas Vieira, qui représente le mouvement La France Autrement. L'idée pour nous, évidemment, c'est d'aller au second tour. L'idée de pouvoir brasser ce centre, c'est d'être très clair avec les différents citoyens. Nous sommes, non pas seulement dans un combat contre le Rassemblement national, mais surtout dans un combat d'idées. Et on a tendance à dire que si la gauche et la droite ont failli depuis une trentaine d'années, c'est parce que lorsqu'ils se présentent face à l'extrême droite, ils se présentent plutôt sur un combat d'opposition plutôt que sur un combat d'idées. Et ce combat, ils l'ont perdu, puisqu'aujourd'hui, Renaissance a eu à aller sur une dissolution de l'Assemblée nationale. Question qui se pose, c'est quel va être le thème dominant de cette campagne qui va se faire dans un temps extrêmement réduit. Reda Belkadi, pour vous, qu'est-ce qui sera le thème clé à partir de maintenant ? Quand on parle aux gens, quand on fait campagne, et c'était le cas pendant les européennes déjà, c'est évidemment le pouvoir d'achat. On assiste d'une part à une flambée des prix depuis plusieurs années, une hausse des prix incontrôlée et en grande partie justifiée par la rapacité, la voracité d'un certain nombre d'acteurs qui profitent de la crise. Très clairement, on l'a vu avec la grande distribution. Et donc, d'autre part, on a des salaires qui stagnent. Et donc, on a des gens qui travaillent avec un salaire qui a très peu évolué depuis plusieurs années, qui, il y a quelques années, pouvaient à peu près s'en sortir avec ce salaire et qui, aujourd'hui, s'enfoncent progressivement dans la pauvreté. Donc, la question, c'est comment on fait pour, d'une part, empêcher cette hausse des prix, parce que c'est faisable et il faut qu'on en discute aussi, et d'autre part, évidemment, la question de revaloriser le travail, parce qu'il faut qu'on sente une différence entre travailler et ne pas travailler, et c'est aussi ça qu'on dit. On dit, mais si je pars travailler, ça va me coûter encore plus cher d'essence, mais à quoi bon ? Le salaire, aujourd'hui, de 1 500 €, 2 000 €, au final, on se dit, mais on vit plus comme avant, quoi. Des mesures pour le pouvoir d'achat, évidemment, ça figure dans votre programme, Marine Bardet. Est-ce que c'est la clé de ce scrutin ou est-ce que vous voyez d'autres priorités ? Ça fait partie du packaging, pouvoir d'achat, sécurité, immigration. C'est ces 3 points-là qui, pour moi, sont primordiaux. Pouvoir d'achat, déjà en passant la TVA à 5,5 sur tout ce qui est énergie, gaz, électricité, carburant, fuel. Ça fait partie des choses sur lesquelles il faut absolument intervenir rapidement. Sur les dernières années, on a plus de 43% d'augmentation. Les gens n'en peuvent plus. La sécurité aussi, pour moi, est primordiale pour les gens. Enfin, quand les gens, les femmes, entre autres, ne peuvent pas sortir le soir sans se faire harceler ou agresser, c'est pas normal. Il faut remettre de l'ordre dans tout ça. Et ça passera par des réglementations qu'on va mettre en route, à commencer par l'arrêt du droit du sol, qui pour moi est une évidence, mettre une peine plancher pour arrêter la récidive, supprimer les allocations familiales aux parents dont les enfants sont récidivistes. Tout ça est à mettre en place assez rapidement pour aussi retrouver un calme et une paix ambiante dans notre pays. Pierre-Gilles Parra, vous avez les mêmes priorités aussi ? Écoutez, nous, on a les priorités des existentielles des Français. Le pouvoir d'achat sans obérer, sans gréver le fonctionnement économique, c'est-à-dire l'allègement des cotisations salariales sur les bas salaires. Parce qu'aujourd'hui, on est les champions d'Europe de cette part salariale de prélèvement. Donc 22% en France, 19% en Allemagne, 12% en Italie, 9% en Italie, pardon, et 12% en Grande-Bretagne. Donc il y a quelque chose qui ne va pas et ça touche en particulier ceux qui ont besoin le plus de pouvoir d'achat, c'est-à-dire les revenus modestes. Et puis évidemment, il y a la sécurité, mais la sécurité, c'est un problème exécutif en réalité. C'est finalement l'incurie, l'impuissance d'un gouvernement, qui est celui de M. Macron, à gérer des aspects qui sont immédiats, concrets. Par exemple, les exécutions de QTF, c'est quelque chose qui est scandaleux et qui a produit de l'exaspération, et notamment qui a été le carburant du vote Front National, pardon, Rassemblement National, excusez-moi, je date un peu. Hein, parce que... Concernant les priorités de campagne, Marc Fesneau, enfin, il y a vos priorités à vous, il y a ce que vous sentez de l'attente des Français. Est-ce que tout cela coïncide ? Permettez de dire deux choses. Il y a les priorités nationales, c'est les priorités qui ont été évoquées de pouvoir d'achat. On ne peut pas dire qu'on n'ait rien fait dans la période de l'inflation. On est le pays. Alors, ça a touché quand même, vous avez tous raison, beaucoup de nos concitoyens. On est le pays d'Europe, ou l'un des pays d'Europe qui a eu l'inflation la moins haute par rapport aux autres. C'est le bouclier tarifaire, le bouclier énergétique et un certain nombre de boucliers. D'ailleurs, on nous a reproché de dépenser de l'argent et de le jeter par les fenêtres dans ce domaine. Deuxième élément du pouvoir d'achat, c'est, et là je rejoins ce qui a été dit par M. Parra à l'instant, c'est la question
de l'activité économique et du dynamisme économique. C'est faire en sorte que les gens puissent trouver du travail, que les chefs d'entreprise puissent distribuer plus de salaires à leurs salariés. Et c'est comme ça qui est le sujet central. Et dans les propositions que j'entends du Rassemblement national et du candidat de LFI, j'entends beaucoup de choses qui, à mon avis, vont gréver l'activité économique parce que c'est plutôt plus de charges. Puis troisième élément, on est quand même candidat dans une circonscription, première circonscription du Loir-et-Cher. Et il y a des sujets de services publics, il y a des sujets agricoles et de ruralité. On a développé des maisons de services publics. C'est grâce à Jean Castex, quand il était Premier ministre, on a un centre hospitalier universitaire à Orléans qui va permettre de former plus de médecins et qui va faire en sorte d'essayer de résoudre cette question de la démographie médicale qui existe dans cette circonscription comme dans beaucoup de secteurs de la région Centre-Val-de-Loire. Donc il y a des choses concrètes qui sont sur la table. Et nos concitoyens, je suis un élu local, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent, je cherche un médecin, j'aurais besoin d'un commerce. Est-ce que mon entreprise va continuer à se développer ? Puis il y a évidemment la situation de l'entreprise Poulain qui est une situation de préoccupation. C'est pas la première fois qu'une entreprise a une difficulté dans la circonscription. C'est pas la première fois non plus qu'on arrivera à l'en sortir. Qu'est-ce que difficulté, Monsieur Fesneau ? C'est une entreprise qui est bénéficiaire et qui pourrait très bien continuer. Et c'est simplement les salariés qui sont victimes de la rapacité de leur bénéfice. C'est quelque chose, c'est une chose, mais je pense que l'attractivité aussi d'un centre de production, c'est sa productivité économique. Donc on a besoin quand même d'accompagner les entreprises pour pérenniser leur business, en fait. Comme la subvention de 200 000 euros que nos impôts ont permis. On pourrait faire un inventaire à la Prévert de toutes les subventions qu'on donne à tort ou à travers, à mon avis, monsieur Fitzgerald. Je pense que, Cathy, je pense que ça serait quelque chose d'édifiant. On est sur une spirale de la dette publique. Il faut aujourd'hui, une spirale infernale de la dette publique, il faut aujourd'hui prendre en considération deux choses. Déjà, cette dette publique ne résout pas grand-chose, en fait. Elle ne permet pas à la société, à notre modèle, d'avancer et d'avoir des marges de manœuvre économiques. Deuxièmement, elle crée mécaniquement de l'inflation. On sait qu'il y a un rapport direct entre la dette publique et l'inflation. Et c'est ça qu'il faut régler aujourd'hui. Pour en revenir à la question propre à cette circonscription que vous avez posée, Marc Fesneau, la situation de l'usine Poulain, Marine Bardet, qu'est-ce que la députée que vous seriez peut faire dans ce cas-là ? L'usine Poulain a quand même été fondée en 1848 à Blois. Toute ma famille m'en a toujours parlé. Il est inadmissible de laisser les propriétaires actuels délocaliser la production de ce site. Il faut absolument que l'État et les collectivités mettent en premier lieu tout ce qui est possible de faire pour sauver le site et aussi avoir un accompagnement et une formation pour les 109 salariés qui restent sur le côté, ne surtout pas les laisser sur le côté. Je pense qu'il y a quelques solutions de reprise qui sont envisageables, qui vont être vues et à voir dans les jours à venir, mais c'est une catastrophe pour le Loir-et-Cher, entre guillemets. Le Loir-et-Cher est déjà en grande désindustrialisation. Et ça continue. Il y a une question importante qui se pose dans cette élection pour laquelle on va permettre d'essayer d'apporter une réponse claire avant qu'on passe à la toute dernière partie de ce débat. C'est la question de la situation du soir du premier tour. Si vous n'êtes pas au deuxième tour, quelle sera votre position aux uns et aux autres, Marc Fesneau? Je conseillerais assez volontiers de laisser ceux qui nous regardent et nous écoutent faire le premier tour avant de parler du deuxième. Vous voyez, nous sommes tous les quatre des candidats qui envisagent de se qualifier pour le deuxième tour. Et je suis dans cette configuration-là. Et donc, les supputations, je sais que vous adorez tout ça, mais qu'est-ce que vous feriez si, et si c'est ça, et comment ça se passerait ? Moi, je suis candidat pour être au deuxième tour et pour faire en sorte que cette circonscription soit dans l'espace que j'ai décrit tout à l'heure, un espace de réconciliation et de rassemblement. Et donc, vous m'interrogerez à 20h, le soir du premier tour. Et avant, je trouve que cette question n'a pas de sens. On essaie de répondre aux questions de nos concitoyens. Et je vais vous dire, ils s'en fichent. Non, je crois que beaucoup de concitoyens se posent cette question-là dès aujourd'hui. Avant le premier tour. Il faut quand même qu'on puisse avoir la position. Oui. J'ai toujours été clair sur les extrêmes, donc j'ai pas besoin de dire quoi que ce soit sur ce sujet-là. Mais moi, j'essaie de conjurer ce à quoi on essaie de nous enfermer, c'est-à-dire rapidement, il faut que M. Belkadi puisse donner. Est-ce que votre position est déjà arrêtée sur cette question ? La question, honnêtement, ne s'est jamais posée. Pour moi, je rejoins aussi ce qu'a dit M. le ministre, mais c'est surtout que la configuration actuelle fait que ça me paraît assez réaliste d'y voir au moins M. Fesneau et moi-même, puisque c'est la configuration qu'on a eue la dernière fois. Et la question, c'est plutôt de savoir est-ce qu'il y aura une triangulaire ou non. Parce qu'une triangulaire arrive dès qu'il y a un certain nombre de suffrages des inscrits. Et pour moi, c'est plutôt ça la configuration qui se pose. Et ça, on ne peut pas le savoir aujourd'hui. C'est aux Français d'en décider partout dans les circonscriptions. Oui, il faut de 12,5% des inscrits pour pouvoir se maintenir au deuxième tour. Marine Bardet, si vous n'êtes pas au deuxième tour, vous savez déjà ce que vous ferez ?
Écoutez, moi je pense que c'est comme nous quatre. Pour moi, c'est inconcevable de ne pas y être. Effectivement, laissons les Français faire ce qu'ils ont déjà commencé à faire et donner leur avis et leurs envies de ce qu'ils vont vouloir pour notre France dans les semaines à venir. Alors on aura peut-être donc 4 candidats au deuxième tour, si on vous entend. Pierre-Gilles Parra, vous avez déjà arrêté votre choix ? Écoutez, nous, pas de commentaires sur ce qui va se passer après cette échéance du 30 juin. Je crois qu'il faut laisser les Français choisir en leur âme et conscience. De toute façon, on n'est jamais propriétaire des choix, des votes de ces électeurs, à mon sens. Donc, il n'y a rien à dire sur le sujet, en fait. Le suspense va donc durer jusqu'au soir du premier tour. On arrive dans les dernières minutes de cette émission. Vous allez tous pouvoir vous adresser pour un dernier message aux électeurs, aux téléspectateurs. Avant ça, je rappelle les noms d'autres candidats de cette première circonscription de Loir-et-Cher. François Dassonneville, candidat sans étiquette, ainsi que Jean-Marc Trane, est également candidat. Alain Lombard pour Lutte ouvrière. Vous avez maintenant 45 secondes chacun pour adresser le message essentiel. Un tirage au sort a été effectué. C'est vous, Marc Fesneau, qui commencez. Donc simplement pour dire que le 30 juin, parce que c'est dès le premier tour que les choses vont se jouer, nos concitoyens, les électeurs de la première circonscription auront le choix d'une clarification au fond des politiques publiques, clarification sur les programmes, clarification sur les alliances, les miennes sont claires, clarification aussi sur les valeurs, parce que nous sommes dans un moment de crise et de démocratie qui nécessite de lutter contre l'antisémitisme, de ne pas dresser les Français les uns contre les autres, de ne pas dresser le rural contre l'urbain, de ne pas dresser l'entreprise contre les salariés et de ne pas dresser la France contre l'Europe. Et donc c'est tout ça qui est en jeu dès le 30 juin et évidemment le 7 juillet. Donc j'invite les électeurs de cette circonscription à se mobiliser massivement pour conjurer le risque de livrer cette circonscription aux extrêmes. Ce seront vos derniers mots dans ce débat, Marc Fesneau. La parole est maintenant à Reda Belkadi. Électeurs, électrices de la circonscription, il y a 2 ans, vous avez été des milliers à m'accorder votre confiance au second tour de l'élection législative face à monsieur le ministre Marc Fesneau. Ça fait 7 ans qu'il gouverne ce pays main dans la main avec Emmanuel Macron et voyez le pays qu'il nous laisse aujourd'hui. Ils ont tout détruit, nos services publics, de santé, d'éducation, de sécurité. Ils détruisent nos emplois. Ils sont à la tête d'un pays plus divisé que jamais. Ils se sont définitivement disqualifiés pour la suite. Alors, pour la suite, le choix est simple, c'est le Rassemblement national ou moi-même, le candidat du nouveau Front populaire. Avec eux, vous savez qu'ils vous trahiront, ils le font déjà quand ils sont élus à l'Assemblée, quand ils y siègent. Ils votent contre vos salaires, contre les retraites. Avec moi, vous pourrez compter sur un député à la fois en circonscription, à la fois dans l'Assemblée, pour défendre vos intérêts, les intérêts du peuple, des Français, des déclassés. Votez pour un nouveau Front populaire. C'est donc vos derniers mots, Reda Belkadi, dans ce débat. La parole est maintenant à Marine Bardet. Chers électeurs, le 30 juin et le 7 juillet prochain, vous aurez 2 choix. Le choix de plonger la France dans le chaos, avec à son contrôle l'extrême gauche, qui désarme la police, qui veut abolir la loi contre le séparatisme, abolir la loi du squat, désarmer la police, je l'ai dit. Et l'autre choix que vous aurez, c'est nous. La rupture responsable et raisonnable pour pouvoir vous défendre jusqu'au bout, défendre nos lois républicaines, vous remettre en sécurité et remettre en sécurité l'économie de notre pays également. Voilà, je vous remercie. Merci Marine Bardet. Enfin, le tirage au sort effectué par les préfectures vous a désigné Pierre-Gilles Parra pour conclure. Alors moi, je voudrais faire un appel aux électeurs et leur demander de repousser la tentation du chaos. Et aussi de choisir une voie responsable qui est celle, non pas d'une démagogie populiste, ni même d'un centre qui n'a pas été à la hauteur des ambitions que les Français lui avaient portées. Je crois qu'il y a besoin de reprendre les choses en main et il faut faire confiance à un groupe parlementaire qui est issu d'une tradition, la tradition gaulliste, et qui n'a qu'en tête que le bien de la France. Voilà, ce sont donc les derniers mots de ce débat. Merci à tous les 4 d'y avoir participé. On espère avoir permis aux électeurs de cette première circonscription de Loir-et-Cher d'y voir un peu plus clair avant le choix décisif qui aura lieu le 30 juin, puis ensuite le 7 juillet. On se retrouve dans un instant pour un dernier débat qui va être consacré à la 6e circonscription du Loiret. Nos invités sont prêts. Ils vont nous retrouver sur ce plateau dans quelques instants. À tout de suite.